Comme l'a dit Thelma, on va terminer la partie présentation des études de cas, donc par l'intervention de Justine Malater, donc ingénieure agronomie et expérimentation chez Fraissinet, qui va nous parler de la fertilisation organique de la vigne. Alors déjà, je suis désolée pour ma voix, je suis un peu malade, j'ai la voix cassée, donc je vais peut-être boire de temps en temps. Mais en tout cas, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, moi c'est Justine Malater, je suis ingénieure agronome chez Fraissinet et responsable de l'appui technique, donc vraiment du lien entre la recherche et le développement et l'application de terrain. Rapidement, pour vous présenter l'entreprise, donc hop, je vais prendre le Ouais, il faut contrôle reprendre. de Parfait. la diapo. Pour vous présenter rapidement l'entreprise, donc Fraissinet, c'est une entreprise familiale qui a aujourd'hui 154 ans, qui est située dans le Tarn, donc à La Bastide-Rouergue, c'est au sud de Tarn, dans la montagne noire. Et cette entreprise, elle a 3 sites de production qui lui permet aujourd'hui d'avoir une capacité de fabriquer à peu près 140 000 tonnes d'engrais organiques élaborés, donc des engrais organiques ou même organominéraux sous forme solide, et une capacité aussi de 1 million de litres de fertilisants foliaires organiques ou même de solutions biostimulantes. Euh, dans cette entreprise, donc aujourd'hui, l'entreprise a quand même tout un côté R&D dans lequel moi je fais partie. Donc on a 12% de nos effectifs, on est à peu près 120 personnes sur l'entreprise et on a toujours entre 10 et 12% du personnel qui est consacré aussi à cette R&D. Et notamment au développement des produits et développement des marchés. Aujourd'hui, l'entreprise travaille sur la filière agricole, donc ça représente quand même 80% de notre marché. Il y a également les espaces verts. Donc, quand on parle d'espaces verts, c'est tout ce qui peut être collectivité, terrain sportif, golf, qui représente 15% de notre activité. Et après, des marchés annexes type jardin particulier en jardinerie et un secteur aussi qu'on développe qui est également les grandes cultures. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la fertilisation dans la vigne. Et je me suis dit, avant de commencer, c'est quand même pas mal de remettre la matière organique au milieu du système agricole. Et je trouve que les premières présentations l'ont déjà bien faites. Donc ça permet aussi de contextualiser. Euh, donc ce schéma, je trouve qu'il est intéressant parce que ça permet déjà de mettre la fonctionnalité du sol. Donc on est d'accord que tout sol agricole euh, se définit quand même par sa composition et sa structure. Donc on parle de texture et de structure. Il faut savoir que aujourd'hui dans la composition d'un sol, en moyenne, un sol agricole est composé entre 1 et 5% de matière organique. Donc si on parle dans le contexte viticole, euh, le contexte sud-arc méditerranéen viticole est plutôt à 1% moyen de matière organique. Si on va vers la Champagne ou plutôt vers la Charente, on va avoir des teneurs en matière organique beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est lié à des historiques d'utilisation, mais même des historiques de sol, où on peut atteindre couramment des 4 à 5% de matière organique dans ces sols viticoles-là. Il est important vraiment, dans un premier temps, de caractériser les sols et leur comportement pour derrière adapter la fertilisation et notamment comprendre en fait l'intérêt et le choix de cette fertilisation. Dans un sol, la matière organique, donc c'est 1 à 5%, va avoir plusieurs fonctionnalités. La fonction première d'une matière organique, c'est vraiment l'entretien de la fertilité du sol. Donc on l'a dit, il y a cette fertilité chimique, cette fertilité physique et également la fertilité biologique. La première fonction qu'on va avoir dans un sol, c'est vraiment, ben, au final, ce lien étroit qu'il va y avoir avec la fraction minérale du sol. Donc, quand je parle fraction minérale, c'est vraiment le côté argile, limon, sable, notamment les argiles, où on va avoir la création du complexe argilonique qui permet ce côté frigo, donc rétention en nutriments. C'est vraiment important de comprendre cette fonction parce qu'on va le voir dans la fertilisation, quand on parle d'amendement ou d'engrais, bah, directement, en fait, on va avoir une spécialisation des fonctions. Quand on parle d'amendement, c'est plutôt cette fonction-là qu'on va essayer de chercher, vraiment la stabilité des matières et l'amélioration des sols. La matière organique, c'est aussi une source de nutrition et de fertilité chimique, mais également de fertilité biologique, qui permet d'avoir ce côté vivant et de passer d'une forme plutôt stable et d'origine animale végétale à des formes solubles, notamment on parle de minéralisation dans les sols, donc vraiment de rendre les éléments nutritionnels solubles
et à ce moment-là assimilable par la plante. Ça, c'est vraiment important de le comprendre dans le fonctionnement de la nutrition des plantes. C'est qu'une matière organique apportée au sol, elle n'est pas directement assimilable. Il faut vraiment le côté vivant, et je trouve que pareil, dans les présentations précédentes, on en a bien parlé de ce côté vivant. Si on veut que notre sol ait aussi une fonction pour la nutrition de nos cultures, quelle qu'elle soit, il faut forcément que le côté vivant, donc les bactéries, les champignons et autres micro-organismes, participent à cette minéralisation de la matière organique. Dans le cycle, et souvent on parle de bilan humique au niveau de nos cultures, dans le cycle de cette matière organique, forcément, donc il y a des zones plutôt de stabilisation, des zones de sortie par la minéralisation, et aujourd'hui les zones d'entrée dans nos agrosystèmes, ça peut être par les résidus de culture, tout simplement. Si moi je me concentre sur la vigne, par exemple, tout ce qui va être sarment, feuilles, racines, ce sont des résidus de culture, même les couverts, s'il y a des couverts en interrang, ce sont des résidus de culture qui vont apporter de la matière organique par an. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, si on est, alors ça dépendra toujours des densités, des biomasses produites par les couverts et de la vigueur des cépages, mais on peut apporter jusqu'à 700 kg de matière organique naturellement par de la restitution de résidus de culture chaque année sur certaines parcelles. La composante au final d'entrée qui permet aussi d'équilibrer entre les sorties de mon système et les entrées naturelles, c'est forcément l'action de l'homme par la fertilisation. Alors vous avez différentes typologies de fertilisation. Aujourd'hui, vous avez les fertilisations, alors on parle d'amendement, on parle d'engrais organiques ou d'organominéraux ou même d'engrais minéraux. Il faut comprendre que dans le système, ils vont avoir des fonctions totalement différentes. Donc l'amendement, ce que je disais, c'est une origine organique qui va, elle, son rôle, c'est vraiment d'aller travailler sur le sol et de compléter ce côté rétention et fertilité aussi biologique du sol. Les engrais, eux, même réglementairement parlant, ce sont vraiment des produits qui vont être consacrés à la nutrition de la plante et vraiment à cette fertilité plutôt chimique du sol. Donc les engrais organiques, dans un premier temps, même organominéraux, c'est au final les deux fonctions, vont avoir cet objectif de participer à la minéralisation et donc à la nutrition des plantes. Et enfin, les organominéraux ou minéraux, eux, vont avoir une fraction minérale, je suis en train d'écrire, une fraction minérale qui va être directement soluble et donc qui peut permettre d'avoir une action directe sur la nutrition. Ce qui est important à comprendre aussi dans le fonctionnement organique et minéral dans les sols, c'est que l'organique, son avantage, entre guillemets, c'est au moment de son application, ça va être des formes qui vont être assez stables dans le sol. On verra que la qualité de l'organique est une grosse question, mais c'est des formes qui vont être dans un pas de temps plus ou moins court, plus ou moins long, assez stables dans le sol et très peu sensibles à tout ce qui va être lixiviation, donc perte par les flux d'eau. Le minéral, lui, son inconvénient, dans certaines situations, c'est quand même d'avoir au final cette fragilité à être très facilement lessivable et lixiviable. Quand on parle du coup de matière organique, c'est vraiment cette fonction au final des trois fertilités du sol et surtout quand on parle à la vision agricole ou autre de production, notamment végétale, c'est de comprendre au final comment notre sol fonctionne. Je vous ai mis un petit schéma qui explique assez bien quand on compare à la vision agricole. Il y a vraiment cette question de connaissance de la fertilisation organique et notamment de la qualité des matières organiques dans le sol, qui est caractéristique en fait de notre carburant, de la ressource énergétique. Le moteur du sol, pour que tout cela fonctionne et que cette matière organique donne une nutrition, mais également une fertilité, de stabilité dans notre sol, il faut forcément qu'il y ait le côté vivant et donc notre microflore et notre microfaune, qui derrière permettra l'activité. Ça pourrait être un sujet aussi aborder ce côté qualité de matière organique, donc les matières organiques libres, matières organiques liées. Alors là, on pourrait y passer 20 minutes de plus. C'est des notions aujourd'hui qui arrivent de plus en plus dans le domaine. Les analyses de sol sont de plus en plus précises et ça permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus claire sur la fonctionnalité de notre matière organique dans les sols. On sait très bien qu'en fonction de si notre matière organique est beaucoup plus riche en carbone ou beaucoup plus riche en azote, on va avoir des dynamiques nutritionnelles différentes. Et ça, c'est quand même important de le connaître dans ces sols-là et d'utiliser en fait les outils qui sont à disposition, notamment les analyses de sol, qui nous permettent d'avoir déjà
une analyse pour aller prédire aussi et choisir la fertilisation la plus adaptée au niveau des sols. Quand je parle de fertilisation organique, et ça c'est important, aujourd'hui on met un peu tout dans le même tas, il faut bien comprendre que déjà son origine, elle est soit animale, soit végétale, et en fonction de son origine, on va avoir des actions différentes. Donc ce que je vous disais, c'est que la matière organique peut avoir une action au sol, tout simplement, créer le complexe ergonomique, créer vraiment cette fertilité de réservoir et de résilience face aux événements climatiques, mais également aussi une fonction nutritionnelle pour répondre aux besoins de production et aux besoins de croissance et de développement des plantes. Ce qui est intéressant dans la fertilisation organique, et ça a été aussi abordé dans la première présentation, c'est que l'origine animale et l'origine végétale vont pas avoir déjà juste les mêmes compositions dans les matières, mais également les mêmes fonctions. Les origines animales, donc, ça peut être des farines de plumes, des semoule de corps, donc on pourrait en citer énormément. C'est des matières organiques qui vont être beaucoup plus riches en éléments, notamment en phosphore, en azote. Et donc, quand elles vont arriver au niveau du sol, si on reprend un peu le schéma de tout à l'heure, c'est des matières organiques qui vont rapidement en fait se faire minéraliser, sont très digestes au niveau du sol par les micro-organismes et donc vont participer très rapidement au niveau nutritionnel. Dans le végétal, il y a quand même une catégorie aussi très digeste, hein, qui est quand même très riche en éléments nutritionnels, notamment tout ce qui va être d'origine protéique. Donc nous, par exemple, des tourteaux de soja, colza, ricin, ou même si vous vous placez dans un agrosystème, les légumineuses, des couverts de légumineuses, c'est des matières organiques d'origine végétale qui ont quand même des richesses assez importantes en azote. Pour vous donner un exemple, un tourteau de soja, c'est à peu près 7% d'azote. Et ça permet aussi d'avoir des origines végétales qui vont être assez dynamiques dans le sol. Et quand elles vont arriver au niveau du sol, on va avoir à peu près un lapsus de 1 à 3 mois pour que ces matières soient minéralisées et procurent de l'azote aux cultures. Donc forcément, quand on fabrique des engrais et qu'on va avoir une fonction plutôt nutritionnelle, on s'oriente beaucoup plus sur déjà ces origines de matière. Dans le végétal, la capacité du végétal, c'est qu'il y a quand même une diversité assez importante d'origine et vous pouvez aussi travailler sur des matières qui vont être beaucoup plus riches en carbone. Le carbone, c'est vraiment ce côté source habitat, source nutrition pour le sol qui va permettre d'avoir plutôt une action humifère de potentiel d'humus, donc vraiment ce côté stabilité, lien étroit avec les argiles du sol et qui vont permettre d'avoir le côté frigo. Dans l'origine végétale, et c'est là aussi où il faut avoir des fois l'œil critique et un regard vraiment de la connaissance des matières, parce qu'on va avoir une grande diversité. Nous, on va plutôt les caractériser en deux classes. Donc déjà, une première classe qui va être un peu plus riche en carbone, donc cellulose, lignine. Donc vous pouvez avoir des exemples, ça c'est typiquement des matières que nous, on va utiliser, des tourteaux de café, de cacao, des pulpes d'olive, qui permettent en fait d'avoir des C sur N, donc des rapports carbone-azote, un peu plus hauts et donc une durée dans le sol avant sa transformation et sa minéralisation plus longue et qui vont participer à l'activité biologique, à ce côté de stabilité et d'enrichissement de l'humus. Alors, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y a également le fumier d'herbivore. Naturellement, on pourrait dire tout simplement, et même normativement parlant, c'est des matières quand même d'origine animale. Nous, agronomiquement, on a quand même euh, une réflexion de plutôt la caractériser, notamment les fumiers d'herbivores, j'insiste bien, d'origine végétale, tout simplement parce qu'on est sur des matières végétales qui sont passées, oui, par un tube digestif, donc par l'élevage, mais qui ont quand même une composition de base plutôt végétale et notamment des compositions en lignine, cellulose, notamment carbonées, qui se rapprochent plutôt de ce pool-là au niveau du végétal. Et il faut savoir que les fumiers d'herbivores, alors il y aurait aussi toute une discussion entre les fumiers d'ovins ou de bovins sur les qualités, mais d'avoir ce côté très humifère dans les sols. Donc, essentiellement, quand on va travailler sur des bases de compost et surtout des bases d'amendement, donc vraiment de la fertilité au niveau du sol, l'amélioration des caractéristiques du sol, on est essentiellement sur de l'origine végétale, voire exclusivement de l'origine végétale, et donc sur ces bases-là. Il existe une troisième catégorie, donc nous,
dans nos produits, on ne les travaille pas, mais c'est aussi des produits que vous pouvez retrouver sur le terrain. Ce sont des produits aussi d'origine végétale, mais qui vont avoir là pour le coup des richesses en carbone beaucoup plus fortes et beaucoup plus stables, donc des produits très ligneux, très tanniques. Alors vous pouvez avoir des composts de déchets verts, des écorces, des sciures, donc ça dépendra toujours aussi de l'origine des essences végétales qui ont été utilisées. Mais là, on est vraiment sur des matières qui vont avoir des transformations dans le sol, donc autant des transformations d'humification que des transformations de minéralisation, beaucoup plus longues. Ça va demander beaucoup plus d'énergie au sol pour les retravailler, pour les débobiner et aller travailler sur des fonctions sol ou des fonctions plantes. Donc il y a déjà vraiment cette connaissance tout simplement de l'origine et de la caractéristique des matières. Donc tout ça pour vous expliquer que quand on va aller travailler sur des engrais organiques, on va aller travailler sur des bases végétales, bases animales, sur des organominéraux, on est essentiellement sur des bases animales, donc la fonction à aller rapidement se minéraliser et procurer des nutriments pour les plantes. Et quand on travaille vraiment sur un apport sol et le côté humifère, on est essentiellement sur ces matières-là. Ce qui est intéressant quand on parle de fertilisation au niveau des cultures et notamment de la vigne, alors ça pourrait aussi se transposer à l'arboriculture, tout simplement parce qu'on parle de culture pérenne, euh, c'est déjà de vraiment connaître le cycle de croissance, mais surtout de développement des cultures. Donc si je vous prends la vigne, on est déjà sur un système assez particulier, donc on est sur une culture pérenne qui va avoir une réflexion de mise en réserve pour passer l'année suivante. Quand on regarde son cycle déjà juste nutritionnel et son autonomie nutritionnelle, la vigne va avoir deux phases. Donc on parle d'hétérotrophie ou d'autotrophie. Donc tout simplement, alors ça c'est des mots des fois un peu qui font peur, mais en fait, au final, tout simplement, l'hétérotrophie, c'est une phase où la plante, sa nutrition, elle va reposer essentiellement, voire exclusivement, sur ses réserves. Donc ça, c'est la capacité des plantes pérennes, c'est qu'à un moment donné, elles vont faire des réserves pendant l'hiver. Et derrière, au printemps, elles vont réutiliser ces réserves pour avoir les premiers débourrements, les formations feuilles, rameaux, et partir derrière sur la fructification. La vigne, on dit à peu près qu'autour de la floraison, donc c'est à 2-3 semaines, ça dépend des zones et des cépages, mais autour des 2-3 semaines, la plante va passer d'une phase d'hétérotrophie à une phase d'autotrophie. Donc quand on est en phase d'autotrophie, au final, la plante va utiliser tout ce qui va être autour d'elle pour aller se nourrir. Donc c'est vraiment à ce stade-là, si on regarde le schéma racinaire, c'est vraiment sur cette bascule de l'autotrophie qu'on va avoir ces premières absorptions racinaires, le côté feuillage est fonctionnel. Donc j'ai de la photosynthèse, de la transpiration, de la respiration, donc un flux d'eau qui s'active dans ma plante, et donc mes racines qui vont assimiler ce qu'il y a autour de la plante. Cette phase d'autotrophie continue du moment où j'ai mon feuillage actif, mon système photosynthétique actif, je vais avoir au final cette absorption racinaire. Dès que mes feuilles vont être en phase de sénescence, donc elles vont tomber, enfin mourir et tomber, au final, la plante repart sur un cycle plutôt de latence et va recommencer le millésime suivant. Donc forcément, la fertilisation de cultures pérennes, elle est obligatoirement réfléchie sur plusieurs millésimes. Euh, Tout simplement, on sait très bien que les conditions, si on parle là des derniers millésimes, les conditions de 2023 ont forcément conditionné les mises en réserve et surtout la quantité, la qualité de ces mises en réserve pour le démarrage de 2024. Et les conditions de 2024 auront eu aussi un impact sur le démarrage de 2025. Donc comprendre déjà ce fonctionnement, c'est aussi pouvoir adapter la fertilisation. Là, quand je parle surtout au niveau de ce fonctionnement-là, on voit très bien que la plante assimile par voie racinaire à peu près autour de la floraison. Donc ça dépend des zones en France, mais si on se situe plutôt sur fin avril, mai ou mi-mai, on sait que le schéma racinaire va devenir fonctionnel à ce moment-là. Donc des stratégies entre l'organique ou le minéral, déjà ce fonctionnement-là nous permet d'aller orienter nos stratégies. Il faut comprendre que
quand on parle d'amendement, on est plutôt sur des applications automnales, hivernales. L'objectif, c'est le sol. Donc, concrètement, même à l'hiver, ça permet en fait d'avoir des phases mécaniques et de disponibilité humaine sur les exploitations plus importantes. Et on a un lapsus de temps plus long pour appliquer ces produits-là à l'hiver et à l'automne. Donc, c'est plutôt ces phases-là pour les amendements. Les engrais organiques, on peut avoir une phase plutôt fin hiver, début printemps. Concrètement, dans le sud de France, il n'y a pas énormément de pluviométrie, donc on peut avoir des premières applications d'engrais organiques à peu près à mi-janvier, début février, jusqu'à mi-mars. Et ça permet en fait d'avoir des produits qui vont prendre le temps de se minéraliser et de devenir solubles et donc assimilables au niveau des plantes, plutôt sur ces stades-là où réellement la plante va en profiter et les absorber. L'enjeu qui est un peu plus particulier, c'est l'enjeu de l'organominéral et du minéral, où si on veut optimiser l'efficience d'absorption, notamment l'efficacité des unités qu'on apporte, c'est de se rapprocher le plus possible du moment où le système racinaire va devenir fonctionnel pour surtout ne pas prendre le risque derrière d'avoir des pertes par lixiviation, tout simplement parce qu'on est sur des formules qui sont solubles dans le sol. Donc déjà, comprendre le fonctionnement de la plante, ça nous permet d'avoir ces stratégies tout simplement de positionnement des différents produits. Au-delà du fonctionnement global de la plante, il y a aussi, je vais passer à la diapo suivante et je reviendrai sur celle-là, il y a aussi le fonctionnement par stade phénologique et notamment les besoins nutritionnels et les mobilisations de certains éléments en fonction de la plante. Donc il faut s'imaginer, bon alors là c'est une moyenne sur la vigne de manière générale, hein, en fonction de certains cépages. En réunion, mais Ah, pardon, vous avez le micro allumé. oui. Bon, ben, il peut venir là, je vais lui ouvrir, c'est ça? Donc, en fonction, en fonction des différents stades phénologiques, on va avoir des mobilisations de certains éléments plus ou moins importants. Donc là, ça dépendra toujours des cépages, hein. Il y a certains cépages qui vont notamment là sur les calciums ou la potasse, des cépages et même porte-greffes, parce qu'il faut aussi penser sol, et là c'est plutôt le porte-greffe, qui vont avoir tendance à absorber plus ou moins certains éléments pour amener à des maturités plus ou moins précoces ou tardives. Mais si on le prend de manière générale, la vigne va avoir plutôt cette dynamique. Donc c'est assez intéressant de voir notamment sur le début du cycle, du débourrement à floraison. On sait très bien que ces besoins-là et ces dynamiques reposent essentiellement sur les mises en réserve. Donc il y a vraiment cette notion de si sur 2023 j'optimise au mieux la santé et la nutrition de ma culture, je réfléchis aussi la qualité du débourrement de 2024. Donc là, il y a vraiment un enjeu sur le début de cycle, notamment sur les réserves en azote, en potasse, en magnésie, l'azote sur le côté qui participe à peu près tous les organes, les acides aminés, l'ADN, les protéines, la potasse plutôt sur les flux d'eau et la croissance, et la magnésie réellement aussi sur la photosynthèse comme l'azote. Donc il y a vraiment ces besoins-là en début de cycle. Et dès que je vais passer la floraison, je vais passer cette crise d'azote au niveau de la biomasse foliaire qui va être produite. Et là, c'est des pics qui vont être soit satisfaits par l'absorption racinaire, mais également qui peuvent être aussi satisfaits par des apports de fertilisation par voie foliaire qui permettent aussi d'être très ponctuels et de cibler des stades clés. Donc il y a vraiment aussi ce besoin de connaître au mieux, en fonction du cycle, les besoins et les éléments qui sont réellement demandés par la plante. Si je reviens juste au graphique d'avant, et là en fait ça fait un petit zoom, là sur par exemple si on prenait l'année 1, ça fait un zoom entre ma phase d'utilisation de mise en réserve et mon démarrage foliaire au niveau de la photosynthèse, ça vous fait un zoom des différentes dynamiques. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'au final, l'année précédente est cruciale pour le démarrage de l'année suivante. Et on voit très bien qu'en fait, cette qualité de mise en réserve va être utilisée à peu près jusqu'à avant floraison. Le démarrage de la photosynthèse se fait dès que les
premières feuilles sortent. Donc la qualité de l'azote, de la magnésie, du phosphore, de la potasse sont cruciales à ce moment-là pour améliorer ce démarrage foliaire. Et dès que ma biomasse foliaire est satisfaisante, que les conditions aussi environnementales, notamment au niveau du sol, sont favorables, je vais avoir ce pic de croissance de photosynthèse et donc une autonomie au niveau de la plante. Et même sur cette phase de photosynthèse, tout ce qui va être transformé par la photosynthèse, donc l'énergie lumineuse en énergie métabolique, va permettre de continuer d'enrichir les mises en réserve pour l'année suivante. Donc si on réfléchit la fertilisation organique dans la vigne, pour vous faire un petit bilan, la fertilisation organique, donc, si on parle d'amendement, c'est plutôt à l'automne et c'est vraiment une fonction sol pour la pérennité des cultures. On sait très bien que de manière générale, la fertilité permet d'avoir beaucoup plus de résilience face aux événements climatiques, notamment aux sécheresses. Donc moi, je suis plutôt basée au sud de France, donc là, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui crucial. Depuis 3 ans, on subit énormément sur ces variations climatiques et on sait que la fertilité du sol amène beaucoup plus de résilience sur la réserve utile, sur les excès de température au niveau du sol qui peuvent amener à des réductions de minéralisation. Donc il y a vraiment un enjeu de garder cette fertilité-là, donc des apports d'amendement et aussi d'entretien de fertilité par les restitutions de résidus de culture. Tout ce qui va être fertilisation, donc engrais organiques et organominéraux, il y a réellement des conseils de le faire si on est sur des bases organiques végétales, de pouvoir le faire en sortie d'hiver. Il n'y a pas de crainte à avoir, où on va suivre au final la dynamique du sol et dès que la minéralisation se mettra en route, la nutrition permettra d'être diffuse dans le temps et de répondre au fur et à mesure aux besoins de la culture. Et dès qu'on va passer sur des bases beaucoup plus digestes, voire beaucoup plus riches, base minérale, de se rapprocher au plus de la plante et de son fonctionnement racinaire pour améliorer surtout l'efficacité d'absorption des nutriments sur les cultures. Et enfin, si on parle, parce que dans la fertilisation, oui, il y a la fertilisation au sol, mais il y a aussi tout ce qui va être fertilisation foliaire. Sur vigne et même arboriculture, aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont de plus en plus courantes et qui permettent quand même d'avoir une très bonne alternative sur des problématiques au sol, notamment des pertes d'activité biologique et de minéralisation qui peuvent entraîner au final à avoir peu de nutrition par le sol, ou même des problématiques racinaires. La fertilisation foliaire, ça permet d'agir très rapidement, d'avoir une meilleure efficacité d'absorption et d'aller cibler des stades où on sait très bien qu'on va avoir des besoins beaucoup plus importants, notamment en début de cycle, c'est le côté azoté, magnésien et aussi oligo-éléments, fer, manganèse pour la photosynthèse. Et plus on va se rapprocher sur la formation fruit et maturité fruit, plus on va être sur des besoins de flux d'eau, de potasse sur la synthèse des sucres, ou même de calcium sur la rigidité membranaire. Donc ça permet en fait de s'adapter au mieux dans le cycle. Pour autant, et ça c'est vraiment une vision que l'on a chez Fraissinet, mais je pense aussi chez d'autres, mais c'est d'avoir vraiment cette vision globale et de penser la plante au milieu de son environnement, donc d'avoir la vision sol, parce que c'est là où elle va se développer, où elle va aller essayer de chercher la nutrition autour d'elle, mais également au niveau aussi de son environnement plutôt au niveau de l'atmosphère, donc tout ce qui peut être des stress abiotiques ou stress biotique, la fertilisation, alors ça sera un autre sujet, mais de pouvoir tout réfléchir. Donc on travaille autant le sol, la plante, par voie racinaire ou par voie foliaire. Voilà. Donc...